Moi, j'ai trouvé ces refus-là comme étant le résultat d'une gestion calamiteuse de la diplomatie congolaise. On ne peut pas se permettre d'annoncer à la télévision, dans tous les médias, que le président américain va recevoir le président congolais et le président de l'Union africaine en exercice sans avoir obtenu l'acquis, la confirmation à 100% pour un tel rendez-vous. J'espère qu'il y aura des têtes qui vont tomber dans la diplomatie congolaise, mais il n'y a pas d'embarras que ça. Et ça montre justement la légèreté et l'incapacité qu'il y a dans certaines missions diplomatiques des Africains, des pays africains. Les nominations dans les ambassades sont souvent fondées sur des connaissances, sur le népotisme, sur le tribalisme et non sur la compétence. Puisque je dois dire que l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Washington devait se rassurer à 1000% même que c'est confirmé, Donald Trump va vous recevoir avant de diffuser une telle information. Donc, je ne doute pas que, d'abord, la qualité de l'invité était un facteur dans le refus. Quelqu'un qui a fait plus de 30 ans au pouvoir, le recevoir, c'est en quelque sorte endosser cette dictature. Et je ne pense pas que c'est ça l'exemple que Donald Trump voulait donner à l'Afrique par rapport à une première visite officielle d'une personnalité africaine. Et personnellement, à ce niveau-là, je trouve ce message de Donald Trump très positif pour l'Afrique. Que ceux qui ont violé l'Afrique, qui continuent à violer leur pays, à mettre leur peuple, à les maintenir dans des souffrances, n'auront pas la place à côté des États-Unis. Et j'espère que c'est ça le message et je trouve cela positif. Donc pour vous, c'est une correction que Donald Trump apporte à certains dirigeants africains? Absolument, absolument. Je vous parierais que si c'était Clinton, elle allait recevoir ce monsieur-là pour refléter la continuité de la politique américaine et occidentale en général vis-à-vis de l'Afrique. Mais avec cette nouvelle vision qu'apporte un non-politicien au pouvoir aux États-Unis, nous allons voir certaines réalités qui vont nous surprendre, mais qui seront en même temps constructives, c'est-à-dire pour le bien-être de l'Afrique. C'est pourquoi moi j'ai trouvé ces refus appropriés et que ça soit de même à l'endroit de tout autre dirigeant africain qui s'est mal conduit et qui veut se donner des galons en étant reçu par Donald Trump. Il doit éviter cela et je l'applaudis pour ça. Très bien, alors qu'est-ce que vous pourrez suggérer aux autorités africaines pour une bonne collaboration avec le nouveau président des États-Unis d'Amérique? Non, il faut seulement être en ordre chez soi. On ne demande rien. Être un bon leader, c'est tout ce qu'on demande. Défendre son pays comme le fait Donald Trump dans tous les sens et défendre son peuple, travailler pour son peuple, valoriser la démocratie, la justice, et c'est ça le leadership. Or, nous n'avons pas ça en Afrique, mon ami. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas de leaders en Afrique. Ce sont des personnalités qui sont là pour leurs propres intérêts, de A à Z. Et c'est ça quoi. Si on ne change pas cette façon-là de travailler, eh bien que les autorités ou bien les personnalités étrangères continuent à refuser à recevoir, à refuser à s'associer aux mauvais leaders africains. Très bien, nous allons prendre notre deuxième et dernier sujet. Nous allons parler de la Synco. On parle déjà de 95% ou 95% des réussites, mais deux questions suscitent encore des interrogations. Celle de probable changement du Premier ministre et de la restructuration de la CENI. À votre niveau, vous êtes président des partis politiques, vous êtes aussi analyste
politique. Comment vous avez jugé ces deux questions? Premièrement, concernant la restructuration de la CENI, moi je trouve qu'il n'y a pas d'impossibilité à ce niveau-là. La CENI peut être restructurée, puisque certaines nominations ont été jugées comme ayant été partisanes, c'est-à-dire fondées sur des considérations clientélistes et partant, elles remettent en question, n'est-ce pas, la légitimité de tels individus. Donc, j'estime qu'un nouveau consensus peut être retrouvé par rapport aux identités des personnes qui doivent composer cette institution. Donc, je suis d'accord avec une éventuelle révisitation de la CENI au point de vue composition, en respectant bien sûr la norme que les différentes composantes y soient représentées. Je pense ici à la majorité présidentielle, à l'opposition, à la société civile. Voilà. Si cela peut être respecté, eh bien, pourquoi pas? Mais le président de la CENI promet de continuer son travail jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire jusqu'à l'organisation des élections. Le Corneille Nangaa poursuit normalement le processus électoral. Alors, est-ce une manière de prouver sa compétence ou de refuser ce point qui est discuté à la CENCO? La restructuration de la CENI n'insinue pas le renvoi de M. Nangaa. Tu vois, on peut restructurer la CENI et maintenir M. Nangaa au pouvoir. Donc comme chairman, la personne responsable de cette institution. Là, il y a une confusion, puisque quand on a dit qu'il y a éventualité qu'on révisite l'institution, on n'a pas visé un individu. Okay? Comme aussi, si ça devient nécessaire, pourquoi pas? La CENI n'est pas incarnée par la personnalité de M. Nangaa. C'est une institution qui peut continuer avec n'importe quel animateur. Donc on s'enlève de la tête qu'il n'y a que lui qui peut diriger la CENI. Il peut mourir, par exemple. On ne peut pas le remplacer s'il mourait. Donc qu'on stoppe de telles interprétations. Moi je crois que c'est une éventualité et je trouve approprié compte tenu des doutes que les gens se sont déjà faits sur cette structure-là par rapport à son caractère un peu clientéliste. Voilà. Très bien, nous allons prendre aussi la deuxième question. La deuxième question, effectivement, vous parliez du remplacement du Premier ministre. Franchement parlant, moi je trouve que oser remplacer le Premier ministre serait poignarder celui qui l'a nommé dans les dos par rapport à la préparation avant une nomination. Donc c'est comme si on a nommé dans la précipitation, on n'a pas pris tous les éléments en considération et cela va apparaître négativement sur la personne qui a nommé. Et c'est pour cela que je trouve qu'il serait inapproprié de révisiter la primature, d'échanger la primature. Vraiment, ça serait un faux pas au point de vue de la légitimité, de la, comment dirais-je, la posture et même de la réputation de la personne qui l'a nommé, quoi. J'ai fini par là les chefs de l'État. On ne peut pas contredire d'une façon si flagrante les chefs de l'État. On peut éventuellement révisiter la composition du gouvernement. S'il y a des éléments qui viennent des rassemblements qu'on s'est entendu, qu'on doit nécessairement intégrer, qu'on trouve comment les intégrer. Mais quant à la primature, je dis que ça sera vraiment un faux pas organisationnel qui peut entamer la réputation du chef de l'État. Justement, c'est le rassemblement qui pose ce préalable ou cette question. Le rassemblement ne fait pas confiance à Sami Badibanga. Pour eux, peut-être Sami Badibanga aurait trahi Etienne Tshisekedi en quittant IDPS. Alors, comment est-ce que ça sera un blocage ou ça va aboutir finalement à une solution, à un consensus? Bon, trahison, c'est archi fort, puisque quand vous analysez, disons, quand vous voyez de près le gouvernement actuel, il y a 3 éléments qui viennent de l'UDPS. Des éléments qui étaient très très proches du leader Maximo. Donc on ne peut pas arguer que
s'il y a trahison, il n'y a que monsieur le Premier ministre qui a trahi, il n'y a pas de trahison. Ce sont des élus, ce sont des représentants du peuple, ce sont des gens qui ont été appelés à rendre service au pays, et répondre autrement aurait plutôt été une trahison par rapport à la nation. Et moi je trouve que la nation n'est pas incarnée par la volonté d'un individu, et tant qu'on continue à permettre cela, que puisqu'un individu a vociféré quelque part, on doit avoir peur, on doit commencer à tout chambarder, vraiment permettre que cela continue est un grand faux pas politique qui pourra nous coûter cher dans le futur. Pour conclure, je suis en train de dire ici que je ne serai pas favorable au changement du Premier ministre pour protéger la réputation, la capacité, les compétences de la personne qui l'a nommé. Pour démontrer que ça n'a pas été une précipitation, c'est un dossier qu'on a bien étudié et c'est ça la personne qu'on a trouvée pour ce poste. Quant au gouvernement, je suis d'accord, il peut y avoir une éventuelle révisitation si cela devait s'imposer. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Nous vous remercions pour ça. Non, c'est moi qui vous dis merci.